Merci, Madame Desmoulins. Merci à l'ensemble des organisateurs, l'Alliance Europa, j'ai bien compris, la faculté de droit de l'Université de Nantes, l'ensemble du corps professoral, au premier rang desquels le professeur Lorraine Blatière, pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui dans ce colloque, dans ce webinaire. Et j'ai la lourde tâche de vous présenter non pas le rôle de l'OABA, mais le rôle des ONG dans la promotion du bien-être animal. Alors, la question du bien-être animal et plus spécifiquement celle de la protection des animaux d'élevage, autrefois marginale, anecdotique, est aujourd'hui une préoccupation majeure de nombreux acteurs, les filières de production animale, les vétérinaires, les chercheurs universitaires, les institutions et bien évidemment la fameuse société civile avec les ONG de protection animale. Au niveau européen, ces ONG se sont fédérées au sein d'Eurogroup for Animals, une association qui est basée à Bruxelles et qui compte à l'heure actuelle 74 associations et fondations représentant l'ensemble des États membres. C'est d'ailleurs cette fédération européenne d'ONG qui assure le secrétariat de l'intergroupe sur le bien-être et la conservation des animaux, l'un des premiers intergroupes du Parlement européen créé en 1983. Il est présidé par la néerlandaise Anja Adzekamp. Cet intergroupe compte actuellement 99 eurodéputés, dont 16 Français, parmi lesquels Pascal Durand, qui interviendra cet après-midi dans ce webinaire. Aujourd'hui, personne, j'ose espérer en tout cas, que personne ne conteste le rôle joué par les ONG de protection animale dans l'évolution du droit européen. Les ONG ne se contentent plus d'organiser des manifestations ou de faire signer des pétitions. Elles sont devenues professionnelles, ont développé des pôles de compétences variés et sont devenues des sources d'information pour les citoyens et leurs représentants élus, nationaux comme européens, des partenaires pour certaines filières de production animale et des interlocuteurs incontournables pour les institutions. Mais pour les ONG dites welfaristes, réformistes, par opposition au groupement abolitionniste, le droit se doit d'évoluer afin de garantir une meilleure protection des animaux en évitant ou limitant certaines pratiques. Pour parvenir à cette évolution des normes juridiques, les ONG peuvent utiliser différentes actions. Et pour les illustrer, nous prendrons quelques exemples liés aux conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux, sans oublier la nécessaire information des consommateurs. Alors, première action, premier exemple, sur les conditions d'élevage des animaux. Je citerai bien évidemment l'initiative citoyenne européenne End the Cage Age, ou pour une nouvelle ère sans cage, qui a été lancée par l'association CIWF, Compassion in World Farming, en septembre 2018, avec le concours de 170 ONG de protection animale, de protection de l'environnement et de défense des droits des consommateurs. Cette ICE a été remise à la Commission européenne le 2 octobre 2020. Elle fait partie des 8% d'ICE qui ont pu dépasser le seuil imposé du million de signatures validées. Avec près de 1,4 million de signatures validées, cette première ICE sur les animaux d'élevage est un véritable succès. Alors, effectivement, quand je dis première ICE, il y en a déjà une sur les vaches laitières. Mais en tout cas, je préfère parler de cette ICE parce que d'une part, c'est un succès et d'autre part, c'est la plus récente. Cette ICE propose une élimination progressive des cages dans l'agriculture par le biais d'une révision de la directive 98/58 de 1998, la fameuse, sur la protection des animaux d'élevage. Le 15 avril 2021, le Parlement européen a tenu une audition publique sur cette ICE et le 21 mai 2021, donc la semaine dernière, la Commission de l'agriculture du dit Parlement a voté une résolution appelant à la fin des cages pour les animaux d'élevage d'ici 2027. Cette résolution devra être votée par le Parlement européen lors de la session plénière du 7 juin prochain. Vous voyez, on est vraiment en pleine actualité. La position de la Commission européenne est très attendue sur ce sujet car dans sa stratégie de la ferme à la table pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement qui a été publiée en mai 2020, elle s'est montrée très évasive
un euphémisme, sur les moyens d'améliorer les conditions d'élevage des animaux. Et la réponse de la Commission à cette ICE lui permettra sans doute de préciser sa stratégie. Autre exemple, les conditions de transport des animaux vivants et autres moyens pour les ONG de faire remonter leurs attentes, informer les institutions pour les faire réagir. Les ONG européennes de protection animale ne cessent de dénoncer le transport longue durée des animaux vivants. Elles demandent une réduction de la durée de ces transports au sein de l'Union européenne. Quant aux animaux qui sont destinés à l'engraissement et à l'abattage dans des pays tiers, elles plaident pour l'interdiction de ces transports et la généralisation du transport en carcasse. Les campagnes 8 Hours et Stop the Trucks, lancées respectivement en 2012 et 2016-2017 par les ONG de protection animale, ont recueilli plusieurs millions de signatures qui ont été remises à la Commission européenne. Et régulièrement, des enquêtes et des films diffusés par les ONG montrent les souffrances endurées par les animaux lors de ces transports. Par route, chaque été, ce sont des millions d'animaux qui se retrouvent transportés dans des conditions extrêmement difficiles et chaque année, des animaux se retrouvent bloqués à la frontière bulgaro-turque lors de ces transports avec des taux de mortalité qui parfois avoisinent les 40%. Le transport des animaux vivants par voie maritime est également sous le feu des critiques puisque l'actualité récente nous a démontré que ces transports maritimes étaient loin d'être la panacée. L'exemple que tout le monde a en tête, c'est le Karimala, bateau vétuste pavillon libanais, qui s'est vu contraint de retourner à son point de départ en Espagne, après avoir quand même passé 2 mois en mer Méditerranée, à la suite du refus de la Turquie d'accepter les 900 bovins qui étaient à son bord. Et ces animaux sont donc retournés en Espagne et ont été euthanasiés en février 2021. Un mois plus tard, en mars 2021, c'est le blocage du canal de Suez durant une semaine à la suite du naufrage d'un cargo qui a contraint de nombreux bateaux à patienter en mer et parmi ces bateaux, des navires bétaillères qui, bien évidemment, ont connu des problèmes de stock de nourriture. C'était pas prévu qu'il reste une semaine de plus en mer. Et on a vu ces images d'animaux morts jetés par-dessus bord. Donc, l'action des ONG, la médiatisation de ces faits, ont entraîné une réaction des instances européennes. Après une première tentative infructueuse en février 2018, le Parlement européen a voté en juin 2020 la création d'une commission d'enquête sur les conditions de transport des animaux vivants. Son rapport est attendu pour le mois de septembre 2021. Il devrait être aussi critique, si ce n'est plus, que les 2 rapports qui ont été publiés par les services de la Commission européenne en 2019, consacrés au transport par route et par mer. Nous devrions donc nous acheminer vers une révision du règlement de transport qui date de 2004, qui n'est plus adapté à la situation actuelle. Et d'ailleurs, la Commission européenne, dans sa stratégie de la ferme à la table, l'a d'ailleurs appelé de ses vœux pour la fin de l'année 2023. Autre levier d'action, autre exemple, les conditions d'abattage des animaux avec cette fois-ci les recours juridictionnels. Les règles d'abattage qui sont prévues par le règlement européen 1099-2009, entré en vigueur dans l'ensemble des États membres en 2013, ont récemment occupé la Cour de Luxembourg et les chroniques de jurisprudence. Il faut dire que le nombre d'affaires comportant une dimension protection des animaux portées devant la Cour de justice de l'Union européenne ne cesse d'augmenter depuis ces 20 dernières années. Sur les derniers arrêts que j'ai pu recenser, 3 sont relatifs à la protection de la faune sauvage, dont le dernier arrêt en date du 17 mars 2021 sur la pratique de la chasse à la glu, fait par le professeur Vial, et 18 affaires concernent des animaux d'élevage. Alors 10 pour des règles liées au transport d'animaux, mais majoritairement le contentieux financier lié aux restitutions à l'exportation de bovins, 5 sur des règles relatives à l'élevage, notamment mettant en cause les directives veaux, poules pondeuses et identification des petits ruminants, et puis 3 concernent les règles d'abattage. Et dans cette affaire, 4+3, ou 6+1 comme vous voulez, dans cette affaire,
les ONG de protection animale sont présentes au contentieux. C'est le cas d'ailleurs des 3 arrêts qui ont été rendus par la grande chambre de la CJUE consacrés à la pratique de l'abattage rituel. L'association belge Gaïa était partie dans les 2 arrêts rendus par la Cour les 29 mai 2018 et 17 décembre 2020, et l'OABA était l'ONG à l'origine du contentieux dans l'arrêt rendu le 26 février 2019. Il ressort de ces 3 arrêts sur l'abattage rituel que, premièrement, l'obligation de procéder à un abattage rituel sans étourdissement préalable exclusivement dans un abattoir agréé n'est pas contraire à la liberté de religion. Ça, c'est l'arrêt du 29 mai 2018. Deuxièmement, le label agriculture biologique ne peut être apposé sur des viandes issues d'animaux abattus sans étourdissement préalable, y compris dans le cadre de rites religieux. Ça, c'est l'arrêt OABA du 26 février 2019. Et enfin, dernier arrêt en date du 17 décembre 2020, il est possible pour un État membre qui souhaite améliorer la protection des animaux lors de leur mise à mort, d'interdire totalement l'abattage sans étourdissement préalable, même dans le cadre d'un rite religieux. La Cour a pris soin de rappeler, et c'est très important, que l'obligation d'étourdissement préalable et plus généralement l'ensemble du règlement européen 1099-2009, soumis à interprétation, sont la traduction du fait que le bien-être animal constitue une valeur de l'Union européenne consacrée par l'article 13, le fameux, du TFUE. La Cour valorise ainsi le bien-être animal et le fait triompher sur la liberté de religion par le biais d'une analyse de proportionnalité. Alors, je ne détaille pas davantage ces arrêts sur lesquels le professeur Lebeau ne manquera pas de revenir au cours de ce webinaire cet après-midi. J'attire toutefois votre attention sur le fait que les solutions retenues, que nous approuvons avec grande satisfaction à l'OABA, n'étaient pas si évidentes car dans les 2 derniers arrêts sur l'abattage rituel, la Cour est allée à l'encontre des conclusions de son avocat général. Je souhaite aussi vous informer sur un autre levier d'action qui est l'information sur les modes de production. Une information sur les modes de production qui permet d'améliorer le bien-être animal et garantir également la liberté de conscience du consommateur. Tout d'abord, un levier pour améliorer le bien-être animal. Au cours de ces 10 dernières années, une douzaine de programmes d'étiquetage informant les consommateurs sur le niveau de bien-être animal ont vu le jour dans 6 États membres de l'Union européenne. Les ONG de protection animale sont à chaque fois présentes dans ces initiatives qui répondent aux souhaits des consommateurs de pouvoir choisir des produits alimentaires respectueux du bien-être des animaux, ce qui permet indirectement d'accompagner la transformation des filières et de valoriser les productions les plus respectueuses des animaux. Alors, les Pays-Bas sont les pionniers d'un tel étiquetage depuis 2007 avec le label Better Leven, qui est la propriété d'une ONG de protection animale néerlandaise. En France, depuis 2019, ce système d'étiquetage existe pour la volaille. Il est en cours de développement pour d'autres espèces. Il a été initié par le groupe Casino avec la collaboration de 4 ONG, dont l'OABA. L'étiquette permet de donner aux consommateurs une information claire et fiable sur le mode de production, élevage, transport, abattage de la viande commercialisée via des pictogrammes et 5 niveaux de bien-être animal, le meilleur A, B, C, D, E, E étant le niveau réglementaire. L'existence et le succès de ces différentes étiquettes, dont plusieurs pays de l'Union européenne, ont conduit la Commission européenne, à nouveau dans cette stratégie de la ferme à la table, à examiner les possibilités d'un étiquetage européen harmonisé. Et le 15 décembre 2020, c'est le Conseil de l'Union européenne qui a approuvé le principe d'un tel étiquetage harmonisé. Le Conseil s'est dit conscient du fait que les consommateurs pourraient apprécier de disposer d'informations sur les conditions de bien-être animal dans lesquelles les produits d'origine animale sont obtenus, ce qui leur permettrait d'encourager, par le biais de leur décision d'achat, des normes de bien-être animal plus élevées. Alors, gageons que ce futur étiquetage européen sera aussi complet que l'étiquette bien-être animal qui a été développée en France par le WABA et ses partenaires,
en ce qu'il informera sur les modes d'élevage, les conditions de transport, mais également d'abattage des animaux. Et là, sur ce point, il est permis d'en douter car le pouvoir normatif, c'est-à-dire politique, sera très certainement réticent à imposer une information aussi complète. Nous retrouvons ici le débat sur l'abattage rituel qui a mobilisé la Cour de justice de l'Union européenne à 3 reprises ces 3 dernières années. Il est vraisemblable qu'il mobilise dans un futur proche une autre juridiction, la Cour européenne des droits de l'homme. Je m'en explique. L'étiquetage sur les modes de production est un moyen de garantir la liberté de conscience de tous les consommateurs. Quand on lit l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux, tous deux précisent que, je cite, « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le respect des prescriptions alimentaires dictées par une religion relève bien du champ d'application de ces dispositions conventionnelles. » La Cour européenne des droits de l'homme l'a précisé par plusieurs arrêts, 27 juin 2000, 7 décembre 2010, 17 décembre 2013. Mais les attentes sociétales en matière de bien-être animal sont de plus en plus fortes et nombre de consommateurs refusent de manger de la viande provenant d'animaux qui ont souffert aux différents stades de leur production, élevage, transport et abattage. Ainsi, certains consommateurs souhaitent pouvoir refuser de manger, et donc d'acheter, de la viande provenant d'un abattage effectué sans étourdissement, au motif que cette méthode d'abattage entraîne des douleurs plus importantes que lors de l'abattage avec étourdissement. C'est d'ailleurs un point qui a été clairement précisé par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Bio du 26 février 2019. Mais pour pouvoir suivre leurs convictions, encore faut-il que les consommateurs soient pleinement informés du mode d'abattage de la viande proposée. Et si cette information fait sciemment défaut, il est évident que les dispositions des articles 9 CEDH et 10 CDFUE sont violées. La Cour européenne des droits de l'homme considère la protection animale comme une question d'intérêt général ou public. Et sur le même fondement, elle consacre le droit à l'information du citoyen sur une question d'intérêt général pour lui permettre de contribuer à un débat public. Et visant l'article 9, la Cour reconnaît, je cite, la liberté de religion, mais aussi de conscience à s'alimenter avec le produit de son choix. Notamment 2 arrêts du 7 novembre 2010 et du 17 décembre 2013. Et sur la base de cette jurisprudence, le Conseil d'État en France a reconnu que le libre exercice de choix alimentaires dicté par des convictions éthiques et non religieuses, telles l'alimentation végétarienne, était protégé par l'article 9 de la CEDH au titre de la liberté de conscience. Pour résumer, la protection de la liberté de religion des uns ne doit pas se faire au détriment de la protection de la liberté de conscience des autres. Le gouvernement français devrait ainsi prendre les mesures nécessaires permettant de s'assurer que les consommateurs ne soient pas trompés sur les conditions d'abattage des animaux lors des achats de viande. La Commission européenne, dont 2 réponses parlementaires des 20 août 2019 et 27 novembre 2019, a rappelé que la dérogation à l'obligation d'étourdissement des animaux doit être appliquée uniquement pour répondre à des besoins religieux. Et la Commission précise, il revient aux États membres de veiller à ce que la viande provenant de ces abattages religieux ne se retrouve pas sur le marché général, y compris au moyen de mécanismes appropriés d'étiquetage et de traçabilité. La Commission européenne confirme ainsi que les dispositions de l'article 39 du règlement européen 1169-2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires permettent bien au ministre de l'Agriculture d'imposer par voie d'étiquetage l'information du consommateur quant au mode d'abattage des viandes provenant d'un abattage rituel sans étourdissement lorsque de telles viandes sont commercialisées et distribuées en dehors des circuits confessionnels. L'OABA a demandé au gouvernement français d'introduire une telle traçabilité, une demande qui est restée sans suite, qui a donc fait naître une décision implicite de rejet qui a été bien évidemment déférée au Conseil d'État en mai 2020. Les différents ministres intéressés, Premier ministre,
ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture, n'ont toujours pas, à ce jour, produit d'observation en défense, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée par le Conseil d'État au mois de mars dernier. Seule l'interprofession bétail et viande a déposé des observations tendant au rejet de la requête de l'OABA, mais ce n'est pas étonnant puisque cette interprofession, de par ses statuts, se doit de défendre les intérêts économiques de la filière, pas la liberté de conscience des consommateurs et encore moins les animaux. Quant aux juristes et universitaires, eh bien, ils peuvent d'ores et déjà se préparer à de nouveaux commentaires, sachant que l'OABA n'hésitera pas, dans le cadre de ce contentieux, à saisir la Cour de Strasbourg. Le temps est compté. Je termine très brièvement pour vous dire que ces quelques exemples et la jurisprudence citée vous démontrent que, de nos jours, les ONG de protection animale utilisent tous les moyens pour faire évoluer le droit européen, mais vous aurez noté qu'il s'agit du droit dérivé. Et je pense que la principale bataille que les ONG de protection animale ont devant elles, mais c'est une bataille qui nécessitera des alliés, les consommateurs, les universitaires, bien évidemment. Cette bataille, c'est aujourd'hui de se mobiliser pour faire évoluer le droit primaire de l'Union européenne afin de garantir l'effectivité de la protection de tous les animaux. Je vous remercie.